Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans ma review du chapitre numéro 91 de Dragon Ball Super. Je commence par vous indiquer que le prochain, le 92, est attendu pour le 20 avril 2023. De manière officielle, vous l'aurez bien avant sur ma chaîne YouTube, comme d'hab. Et pour se recentrer sur le 91 de ce mois, avec une couverture, je trouve, assez réussie, si ce n'est le Cellmax que je déteste quand il est en train de crier avec ses grosses dents et ses yeux tout ronds. Le reste me paraît très réussi, très frais et même très pop, comme en parlaient à répétition les producteurs et producteurs exécutifs du film. Et ça sera d'ailleurs presque le mot d'ordre de ce chapitre-là. Autant l'aspect pop dans le film ne s'est pas tant que ça ressenti, je l'ai un petit peu cherché, contrairement à ce fameux aspect space opéra qui nous était vendu pour le film Broly et que nous avions retrouvé à l'intérieur. Eh bien, Toyota Rouge semble se charger de corriger les tares et les manquements du film super-héros, car l'aspect pop a beaucoup plus transpiré à l'intérieur du chapitre que dans le film d'origine lui-même. Chapitre qui porte pour titre La résurrection de l'armée du ruban rouge et qui va venir adapter ici les 19 premières minutes du film super-héros, mais attention, avec des ajouts, notamment principalement sur les premières pages du chapitre, qui se déroulent avant même le film, avant que le Dr Edo ne sorte de prison. Nous aurons aussi des ajouts situationnels, contextuels et j'en passe. Malgré tout, ça reste basé sur le squelette du film. Et ce sont au total 9 mois qui vont passer dans ce chapitre-là. 3 mois pour que le Dr Edo sorte de prison. Et après cela, 6 mois pour en arriver au début du film super-héros. Ces 6 mois donc, durant lesquels il aura créé les Gamma. Je me trouve contraint de démarrer cette vidéo en vous demandant un service. Je sais que vous êtes en train, pour la plupart, de perdre foi en Dragon Ball Super, mais c'est avec une joie non dissimulée que vous me révélez souvent ne pas perdre foi en ma chaîne YouTube, et parfois pour certains d'entre vous, j'ai pas la prétention que ça soit le cas de tout le monde, ma chaîne reste une forme d'accroche vis-à-vis de Dragon Ball Super, sinon vous aurez peut-être même déjà lâché. Alors cela, je ne peux que le comprendre, le respecter et vous en remercier, et espérer bien sûr que les contenus Dragon Ballesques s'améliorent à l'avenir, mais en attendant, je fais face à l'algorithme de YouTube, et avec cette espèce de morosité Dragon Ball Super qui s'installe, eh bien notamment les pouces bleus ont tendance à décroître, ces fameux pouces vers le haut. Alors il n'y a pas d'augmentation des pouces vers le bas, signe qu'il n'y a pas de détestation en hausse de ma chaîne, d'ailleurs ils sont eux aussi, tout comme les pouces levés, en diminution. Et du coup, j'en suis extrêmement pénalisé dans l'algorithme de YouTube, donc de temps en temps, je me permettrai de vous rappeler et surtout de vous demander, si cela vous est possible, de lâcher un petit pouce bleu, et si l'on peut rester sur une moyenne basse à 1500-2000 pouces bleus, ça permettrait à la chaîne de garder une forme de vitalité. C'est clairement le senzu de la chaîne, j'ai même envie de dire, c'est le médicament de Trunks venu du futur pour une maladie que le senzu lui-même n'était pas capable de soigner. C'est vraiment quelque chose de très particulier, de nécessaire au robot de YouTube. Donc je vous remercie vraiment, déjà par avance pour cette vidéo-là et les prochaines, si l'on peut atteindre ces fameux 1500-2000 pouces bleus de manière régulière, si ce n'est plus, bien sûr, mais que cela devienne une base serait vraiment top. Alors pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté parmi vous dans la zone commentaire, autant être clair, au global, je me suis ennuyé durant la lecture de ce chapitre-là, c'est indéniable. Mais une fois que cela est posé, le répéter serait vous prendre pour des ânes, je pense que l'on peut passer à autre chose, et analyser ce qui, au-delà du film, peut être marquant. D'ailleurs, vous en serez d'ores et déjà prévenu, les reviews de cet arc d'adaptation en manga du film super-héros vont, le moins possible, répéter ce que j'ai pu déjà dire dans ma review du film qui était déjà bien complète. Si vous voulez, je vous mettrai le lien à chaque fois, sous chaque review, je vais le faire ici, mais je vais prendre le temps nécessaire de décortiquer ce qui va au-delà du film. Alors tout commence ici avec Piccolo, et je trouve que c'est plus intéressant de commencer avec Piccolo que de débuter avec le flashback comme l'a fait le film, qui était magnifique, hein, mais qui nous a récapitulé toute l'histoire de Dragon Ball liée au ruban rouge, et d'arriver ensuite chez Magenta Carmine, puis Piccolo et Pan. Ici on commence par Piccolo, et indirectement on commence par Pan. Je trouve que c'est une façon de rendre honneur au personnage et avec une certaine forme de symétrie de rendre également honneur à l'arc. Par la même occasion, ça permet de s'immerger un petit peu plus au sein de la vie de ces personnages-là. On nous avait promis de la tranche de vie pour le film super-héros, il y en avait, mais là il y en a encore plus, et quand on est fan de Dragon Ball, ça reste appréciable. On y voit d'ailleurs les prémices à l'entraînement que nous avons vu dans le film super-héros de Pan par Piccolo. Ça fait toujours chaud au cœur de voir 2-3 échanges assez doux et mielleux entre les deux, avec Pan qui est toujours heureuse et qui le déclare à Piccolo de le voir, même si ses parents ne viennent pas la chercher à l'école, le petit sourire que va esquisser Piccolo derrière, bref, ce sont des petits détails qui, moi, me font bien plaisir. On arrive à la maison de Piccolo, la fameuse boîte aux lettres y est de retour, mais pour le moment elle n'a pas d'utilité. Pan s'entraîne, mais pour le moment pas réellement sous la houlette de Piccolo. Elle veut plutôt recopier les agissements de Goten et Trunks, les Saiyaman, donc du lien est fait avec la préquelle à l'arc, lien qui était inexistant dans le film super-héros. On y voit Piccolo en train de ramener de l'eau jusqu'à chez lui, en rappelant que les Namek ne se nourrissent exclusivement que d'eau, tout comme dans la préquelle je me suis fait la même remarque, à savoir que
Les personnages sont beaucoup plus utiles et interconnectés même s'ils n'apparaissent pas. Dans la préquelle, Goten, Trunks, Bulma, Mai, Krillin, les élèves de l'école bleue, Pilaf, le Dr Edo, ses zombies, et je pourrais vous en citer beaucoup plus, interagissaient de manière directe ou indirecte. Là, on a Goten et Trunks qui, sans apparaître, influent sur Pan, Pan qui va faire une mention à Shishi, qui s'est énervé sur Goten et l'interdit de faire le super-héros, Piccolo qui va réagir à cela, se rappeler du Grey Saiyaman de Gohan, Gohan qui va lui rappeler qu'il l'a entraîné à peu près au même âge, Pan qui va être plus ou moins en difficulté avec la scène de la grenouille et de la falaise qui va lui rappeler aussi Gohan, et il va donc décider de l'entraîner. Bref, j'aime beaucoup tout cela, et c'est le signe d'un récit qui est quand même maîtrisé. Ça ne veut pas dire qu'il le sera de bout en bout, mais dans cette scène précise, il l'était. Même si, je pourrais toujours pester quelques détails étranges. Pan qui saute ou tombe de la falaise et qui se rattrape, c'est plus que correct, mais par contre que Piccolo n'ait pas le temps de se déplacer à une vitesse folle et de la rattraper me paraît illogique. Bien évidemment, c'est pour le bien de la mise en scène et de la scène. Si Piccolo ne restait pas un petit peu sur le carreau comme ça, et qu'il sauvait Pan, il n'aurait pas réellement de prétexte pour aller l'entraîner. On n'aurait pas pu avoir exactement la même scène et la même discussion, et à la limite, ça légitimait Piccolo en tant que protecteur de Pan, et décrédibilisait son besoin d'entraînement, si ce n'est pour un vœu d'indépendance. Mais elle n'a que 3 ans, donc ce n'était pas forcément nécessaire. D'ailleurs, dans cette scène, Pan n'était pas en danger. Elle ne l'était pas. Si vous regardez bien, lorsqu'elle saute, son visage est plus qu'éclairé et elle va bien s'exclamer auprès de Piccolo « Regarde, j'ai attrapé la grenouille ». Elle a donc sauté pour sauver la grenouille, regardez sa tête, elle est clairement en galère. Et elle savait que d'une manière ou d'une autre, elle se rattraperait quelque part, si ce n'est même en bas dans la petite forêt avec les arbres. Et Piccolo va s'en rendre compte dans le récit. Il va lui dire « Tu es vraiment dénué de peur, Pan ». Et c'est plutôt intéressant, je trouve, pour la construction de ce personnage. Je constate que beaucoup, peut-être pas parmi vous qui m'écoutez, mais beaucoup sur internet, s'en foutent, décrédibilisent le personnage. Mais là, j'ai envie de les attraper par les 2 épaules et de les secouer, gentiment bien sûr, mais pour les réveiller. Tu la veux ou tu la veux pas, ta nouvelle génération? C'est ça le truc. J'ai l'impression que pour beaucoup de monde qui demande la nouvelle génération, soit il faut qu'il y ait un espèce de Goku bis qui pop et de Vegeta bis, sauf que ceux-là auront 14 ans ou je sais pas combien, ou alors il faudrait que l'on conserve Goku et Vegeta arrière-grand-père ad vitam aeternam. Et j'ai l'impression que cet entre-deux, cette solution nettement plus réaliste que nous propose Dragon Ball, n'est pas accepté. Et je dis bien Dragon Ball dans son ensemble. Le personnage de Oob plaît et déplaît à beaucoup de monde parce qu'il n'est pas Saiyan, etc. Alors que je trouve ça spécialement réussi. Et la manière dont réagit Goku vis-à-vis de Oob est très ressemblante à celle de Kame Sennin, perverse néanmoins lorsqu'il a pris Goku en tant qu'élève. 2 profils, 2 personnages totalement différents, d'horizons totalement différents qui vont se lier via les arts martiaux. Amorcer la nouvelle génération via Pan est également quelque chose d'excellent. Je sais que beaucoup s'attendent à voir des Goten et Trunks ultra badass qui tapent jamais un seul sourire et qui ont des muscles dignes de Arnold, mais non, moi ça j'en veux pas. J'en veux vraiment pas. Goten et Trunks qui soient réhabilités, qui peuvent taper dans des nouveaux pouvoirs, pourquoi pas des nouvelles transformations, qui soient badass quand il le faut. Ça, je signe tout de suite. Mais l'archi-caricature, j'en veux pas. Et pour le moment, en matière de construction ou d'amorce de nouvelle génération, Dragon Ball se reprend plutôt bien, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on attend. Ça fait des décennies que l'on est embourbé dans les Goku, Vegeta, Piccolo et j'en passe. Et là, petit à petit, Gohan reprend un petit peu sa place, même si je pense qu'il va reprendre du retrait. Broly, même s'il a le même âge que Goku et Vegeta à peu près, c'est un petit vent de fraîcheur. On a le sujet Oob qui est de temps en temps évoqué par le manga, Pan de plus en plus mis sur le devant, on a vu Bra s'illustrer dans l'arc précédent, Marron de chez Krillin reste clairement sur le carreau, mais peut-être que C17 est en train d'en faire quelque chose. Les Saiyans de l'univers 6 qui pour moi sont un vent de fraîcheur et prometteur, il y a je pense clairement quelque chose à proposer, sachant qu'il y aura sûrement de nouveaux personnages tôt ou tard qui représenteront un vent de nouveauté aussi. Alors bon, Piccolo va entraîner Pan, il va lui promettre de faire de elle un petit démon, chose qu'il avait déjà promis à Gohan, sauf que Gohan était plus réticent dans la peur et dans la crainte, et en même temps le Piccolo de l'époque était relativement méchant quand même, contrairement à celui du jour. En tout cas, une petite référence nous est faite par exemple au film Slug, avec les antennes des Namek, qui étaient réputées à l'intérieur de celui-ci comme étant leur point faible. Bon, Pan va les attraper vivement, ça ne fait rien du tout à Piccolo si ce n'est l'énerver, ça donne lieu à une petite scène comique. J'apprécie l'attachement aux détails Toriyamaesque de Toyotaro avec notamment ce petit poisson que l'on voit surgir de ce lac, c'est un détail pour beaucoup de monde, mais reprenez énormément d'illustrations de Toriyama. Lorsqu'il y a des paysages, des forêts, des lacs, vous y verrez toujours un animal, et souvent aquatique, qui se démarque un petit peu. Enfin bon, l'heure est venue de parler de l'armée du ruban rouge. Ce n'est pas Magenta qui va expliquer les antécédents et la généalogie du Dr Edo, c'est la supérieure de Krillin du côté de la police que nous avions déjà aperçu dans le chapitre 90, et bien sûr Krillin.
Alors c'est à 99% la même chose que dans le film, avec C21 qui s'appelle Vomi, le docteur Gero qui était son époux, C16 qui s'appelle bel et bien Gebo ou Gevo. Dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot, il est mentionné le fait que C16, lorsqu'il était vivant, lorsqu'il n'était pas une machine robotique, avait le rang de Gold à l'intérieur de l'armée du ruban rouge. Enfin bon, ça c'est un petit détail pour votre information. Et on se rend compte que le frère cadet est donc le père du docteur Edo. Alors je m'interrogerai toujours à propos de l'identité du frère de l'original, du fils bien vivant de Gero, à savoir Gevo. On voit que aussi bien lui et sa femme sont grisés, noircis, avec une auréole de personnes décédées dans Dragon Ball. Est-ce que leur design est insignifiant ou est-ce qu'ils cachent quelque chose? Je penche pour la première option, mais on verra bien. On constatera dans ce chapitre-là les noms de famille de Magenta et de Red, père et fils, et ils s'appellent Red et Magenta Raibon. Alors attention, si vous prenez la version officielle, je ne sais pas ce qu'il en sera pour les versions fantrad, ça sera dépendant de leur propre choix, mais officiellement sur Viz ou Manga Plus, il est écrit Magenta Ribbon, Red Ribbon, comme l'armée, ruban rouge. Mais en japonais, les propos originaux, si l'on prend les ébauches sur le site officiel de Dragon Ball ou le chapitre à l'intérieur du magazine V-Jump, définitif, il est bel et bien écrit en japonais, quelque chose qui retranscrit en français donnerait Raibon, et non Ribbon. C'est un détail relativement insignifiant, j'en conviens, mais entre fans, il me semble que cela est plutôt intéressant. Surtout à la vue du fait qu'un arc de Dragon Ball Super, des décennies plus tard, vient apporter des précisions sur un arc plus que clôturé, qui concernait l'enfance de Son Goku. Je trouve ça intéressant et je ne pense pas que ça puisse être caractérisé de fanservice mal senti, que l'enfance de Pan et de Goku soit marquée par un événement majeur lié au ruban rouge. En parlant de ces derniers, nous aurons tout de même la scène entourant Magenta et Carmine de manière bien plus réduite. Tout comme la police, il s'intéresse au Dr Edo. Police qui va prendre une part beaucoup plus importante, bien évidemment. Elle va se greffer directement à l'histoire via Krillin, alors que dans le film, Krillin est là pour vite fait taper un petit peu sur Cellmax, mais pas plus. Le Dr Edo est libéré d'une manière nettement plus brève et moins étoffée que dans la version film, je trouve. Et il va entamer une discussion relativement similaire à celle du film, qui se passe de commentaires, si ce n'est le fait que Hachimaru et Krillin vont y être à l'honneur. La police est là, et le meilleur ami de Son Goku en est son représentant. Il est là en mission d'espionnage. Il va s'accrocher à la voiture de Red Pharmaceutics, du ruban rouge, et il va tenter d'écouter sagement cette discussion de malfaiteurs, sauf que le Dr Edo n'est pas dupe et va envoyer Hachimaru à la rescousse. C'est alors que sous fond de propos déjà connus du film, va se lancer en parallèle et se greffer à cette scène quelque chose de totalement inédit, Krillin qui récupère des informations majeures mais pas toutes, étant donné que dans un second temps il va devoir en quelque sorte affronter Hachimaru. Alors là ça a fait débat et ça a pu choquer certains. J'ai envie de dire que je comprends. Voir Krillin galérer face à un insecte, c'est pas quelque chose auquel on s'attend. Et quand je parle de Satan, je ne parle ni de Mister Satan, ni de Satan Petit Cœur. Mais je parle bien de s'attendre au fait de voir Krillin perdre ou galérer face à un insecte robotique. Être choqué c'est une chose, et je l'ai été aussi en voyant ce chapitre-là, mais ça ne m'a pas empêché de réfléchir, et je pense que vous non plus. Il y a quand même deux éléments très importants à prendre en compte. Premièrement, nous ne connaissons pas les capacités de résistance, de puissance combative, etc. de cette abeille mécanique. Je remarque que son premier coup de boule a permis de décaler la voiture. Je rappelle également que son dard, un petit peu à l'instar de Suzumebashi dans Bleach, one-shot l'adversaire et le tue sur place, ce qui génère une cause de stress énorme. Oui, j'avais dit qu'il n'y avait que 2 points, mais je suis en train d'en faire 1 million, c'est pas grave. Je rajoute à cela aussi le fait que Krillin est en mission d'espionnage, pas en mission pour démonter des arbres généalogiques. Il est pas là pour faire un Kamehameha sur la voiture, tuer tout le monde et c'est terminé. Fin de l'histoire, c'est pas ça. Donc quand je lis qu'il aurait dû faire un Kensan ou un Kamehameha, je ne comprends pas cela. C'est l'antithèse totale de la discrétion. Alors en soi qu'il utilise son pistolet ne me dérange absolument pas. Par contre, si je veux chipoter sur du détail, le fait qu'il n'ait pas de ou de toute autre technologie type Capsule Corp qui viendrait amoindrir la portée sonore de la détonation de son pistolet, ça peut me déranger, parce que ça casse complètement l'aspect discrétion, espionnage que je viens de détailler. Tu fais la même chose dans Metal Gear Solid, ça te tombe dessus à coups de sécateur, donc je pense qu'il aurait fallu un minimum étudier le sujet. Là où ça peut coincer, je le comprends, c'est ses capacités physiques, être incapable d'attraper à main nue cet insecte ou être incapable de le mettre hors d'état de nuire. C'est alors là que je me raccroche à mon premier point, nous ne connaissons pas les capacités et caractéristiques techniques, puissance, vitesse, etc. de ce robot. Par contre, nous avons vu dans la préquelle qu'il y avait un précurseur à celui-ci. C'est donc une deuxième version du Dr Edo, et l'une des dernières créations du Dr Edo était son espèce de dinosaure robotique, qui avait une puissance qui a dû pousser Goten et Trunks à passer en Super Saiyan, et face auquel Krillin a été quasiment impuissant, si ce n'est de détruire son point faible avec un Kensan. Donc pour dire que déjà à ce stade-là de l'histoire,
Injecter de la puissance, de la résistance et de la vitesse à l'intérieur d'un robot, le Dr Edo en est capable. Miniaturiser cela ne serait donc une étape supplémentaire. Et j'en arrive à mon deuxième point, lorsque Krillin va arriver à se défaire de ce Hachimaru, le Dr Edo va lui activer un second mode qui fait office de power-up comme un mode surcharge et il apparaît à ce moment-là que sa puissance est décuplée. Je sais que ça paraît ridicule visuellement tel que présenté, mais dans les faits, techniquement, surtout que je suis d'humeur généreuse, je vais vous rajouter un troisième point, il n'a pas de ki, ce robot. Il est très petit, n'a pas de ki et ne peut pas être senti par Krillin. Donc, lorsqu'il l'a mis KO, que Krillin se retourne pour réécouter de nouveau la conversation du Dr Edo, mais que pendant ce temps Hachimaru arrive avec un power-up de manière furtive, il est impossible de le ressentir arriver. Il ne dégage aucune énergie, et probablement qu'il fait très peu de bruit, sachant que les oreilles de Krillin sont tournées vers la discussion. Ça me paraît quand même étrange de prendre autant de temps pour expliquer cela, mais ça a été mon ressenti. Après le choc, j'ai relu, je me suis dit il y a peut-être une explication, et j'ai trouvé que c'était celle-ci. Enfin bon, de manière plus cool, j'aime beaucoup ces paysages qui nous sont montrés, que ce soit dans le film ou ici. Piccolo et Pan, 6 mois plus tard. Ce qui nous amène donc à ce délai des 9 mois que je vous ai exposé en début de review de ce chapitre. Nous sommes dans une scène qui reprend directement l'entraînement de Pan entreaperçu dans le film. C'est de nouveau relativement similaire, d'ailleurs ça fait bien plaisir de voir cet arc en 2D et non en 3D. Je vais pas m'attarder sur les visuels, j'en ressens pas le besoin. C'est quand même un plaisir de revoir ces scènes-là sans la 3D. Malgré tout, je trouve que des personnages nouveaux comme Magenta et Carmine ou Gamma ont été réellement designés et pensés pour la 3D, et même en 2D ça se ressent après avoir vu le film. Faut vraiment aller sur des personnages old school pour ressentir le côté 2D avec du Piccolo, du Krillin, là bon, forcément ça passe facilement. En tout cas les deux, dans leur petite clairière, vont boire de l'eau. Elle va exprimer son souhait d'apprendre les vagues de ki. C'est bien trop tôt, elle n'a que 3 ans, elle ne sait pas voler, c'est normal d'ailleurs. Elle va tenter avec quelques signaux du fait que cela pourrait se produire, mais c'est encore trop tôt. Il lui manque quelque chose, forcément le fameux déclic psychologique. Elle retournera à l'école avec beaucoup d'entrain, sans que Piccolo ne l'amène là-bas. Un peu à l'instar de Goku dans sa jeunesse, elle va sauter en pleine forêt, virevolter d'arbre en arbre avec peut-être même plus d'aisance que lui, et un sourire qui, comme je le disais dans le résumé, en dit long sur l'avenir de Dragon Ball qui peut reposer sur de tels personnages, et ça ne me déplairait clairement pas. Vient alors le temps pour Piccolo d'avoir sa discussion avec Videl, de nous montrer l'intérieur de son lieu d'habitat, similaire au film, d'aller sermonner Gohan sur son sens des responsabilités. J'ai apprécié le jeu de mots qui peut se faire en version manga en anglais concernant les fourmis de Gohan. Gohan va faire un jeu de mots et les appeler les Super Saiyans. Alors je pense pas que ça soit un jeu de mots de Toyotarou et Toriyama, j'ai pas vérifié en japonais, mais cette fameuse fourmi qui est plutôt noire comme une fourmi classique et qui peut briller de manière jaunâtre comme un Super Saiyan lorsqu'il y a un danger, eh bien Ant, vous connaissez à peu près tous le film Ant-Man de chez Marvel, l'homme fourmi. Ant, c'est fourmi, et donc Super Saiyan, ça fait une sorte de super fourmi. Bon voilà, c'est un jeu de mots un petit peu concombre, mais j'ai trouvé ça assez drôle, surtout de voir Piccolo derrière rebondir sur ça, en lui disant « fous-moi la paix avec tes Super Saiyans, c'est pas le sujet ». C'est Pan la priorité. Enfin bon, tout ce qui va s'en suivre est très ressemblant au film. Piccolo va tenter de porter des coups sur Gohan, le deuxième va plus que passer, je dénote d'ailleurs le sérieux du visage de Piccolo sur celui-ci, beaucoup plus que dans le film. Il va lui affubler ses vêtements type démon, l'humour sera quand même omniprésent, mais l'esprit de Piccolo sera troublé, au point même que ça va perturber sa méditation, chose que l'on voyait pas dans le film, et j'aime bien ce genre de petits détails. C'est comme si Toyotarou devait refaire un arc, mais tout en le sublimant. Alors c'est dommage que l'on se mange ça sous format de trame principale après que le film soit sorti, mais une fois qu'on est obligé de se le taper, j'arrive quand même à apprécier certains détails, et je trouve ça assez plaisant que Toyotarou n'utilise pas la méthode feignante en fait, qu'il essaye quand même de faire ce qu'il peut pour enjoliver un petit peu cette redite. C'est alors que l'attaque de Gamma numéro 2 surgit, il n'y a aucun suspense concernant son identité, et je pense qu'accentuer l'humour sur la présence de Gamma 2 est un bon choix. On connaît déjà tout de Gamma 2, j'ai envie de dire on connaît toute sa vie. Alors plutôt que de faire des faux semblants sur les mystères autour de son identité, autant nous montrer le comique de la situation. Il y a presque un côté parodique, je trouve, avec ce Gamma 2 par rapport au film, et je trouve que son aspect visuel est de manière assez notable changeant, mais ça l'est beaucoup plus si l'on se focalise sur Gamma 2. Il y a un aspect beaucoup plus rond sur le personnage, le côté requin aussi du visage ressort plus que dans le film, ça rappelle les chara-design que l'on avait vu à l'époque, et tout au long de ce chapitre, mais surtout sur Gamma, il y a un petit côté fan manga de Toyotarou quand il s'appelait Toybell et qu'il faisait Dragon Ball After Future. Et même si je comprendrais totalement que ça ne vous plaise pas, j'ai trouvé ce clin d'œil volontaire ou involontaire, peu importe, plaisant. Parce que j'aimais bien en fait Dragon Ball After Future de Toybell, c'était techniquement largement inférieur à ce que produit aujourd'hui Toyotarou,
mais il y avait une patte visuelle qui s'en dégageait. Alors que, en gagnant en technicité, je trouve que le style de Toyotaru devient de plus en plus scolaire et qu'il manque un petit peu d'âme. Et bien ce supplément d'âme, je l'ai retrouvé ici. Certes, ça décroche un petit peu du style originel Toriyama, mais bon, durant les années de disette sans Dragon Ball, je consommais pas mal de Dragon Ball After Future, de Young Gigi, de Toy-Ball notamment, et forcément revoir ce style de visuel ressurgir a eu une sorte d'effet. Lié à la nostalgie, je m'en cache pas, mais un effet positif tout de même. Je vous parle des Dragon Ball After Future de Toyotaru, mais je pourrais aussi vous parler du manga Victory Mission Dragon Ball Heroes, sur lequel Toyotaru a travaillé de manière tout à fait officielle. Ça restait malgré tout à ses débuts, et le style visuel est aussi ressemblant, avec un niveau technique aujourd'hui qui foudroie celui de l'époque, mais quand même sur le plan artistique, ressemblant. Alors bon, une fois que Piccolo aura dit qu'il n'est pas Piccolo Daimao, j'avais d'ailleurs apprécié cette mention-là dans le film, j'apprécie qu'elle soit de retour dans le manga, on va parler de l'aspect super-héroïque de Gamma, j'espère vraiment que Goten et Trunks vont réagir à l'accoutrement, au style, à la philosophie des Gamma. Avec la préquelle qu'on vient d'avoir, c'est obligatoire. Je ne vois plus désormais comment on pourrait s'en passer, et bon, l'identité de ce gars-là n'est réellement plus un secret, on le voit justement cet aspect comique sur le visage de Piccolo qui a l'air ridicule, mais je pense que c'est voulu, son regard et tout ressemble presque à du Pilaf, tellement il est déformé, mais ce gamin qui veut faire un secret à Piccolo, alors qu'il a un gros écusson ruban rouge, c'est débile. Le chapitre et le manga en lui-même, qui veut nous faire du suspense, un cliffhanger fin de chapitre, sur l'identité de Gamma alors qu'on a vu tout le film, c'est ridicule aussi. Et je trouve que cet air de visage donné à Piccolo en joue et nous montre que le manga ou le mangaka en est pleinement conscient mais qu'il doit tout comme nous composer avec parce qu'il a sûrement des plannings et des demandes éditoriales à respecter et j'en passe. Tout cela nous donne donc rendez-vous officiellement pour le 20 avril 2023. Avant, pour avoir plus d'informations, les pages résumées complets sur ma page Twitter @saikyo20 et sur cette même chaîne YouTube. Un grand merci à ceux qui en ce moment souscrivent à la chaîne via le bouton rejoindre directement sous la vidéo. J'espère que ça permettra d'éviter un sort funeste à la chaîne et même qu'elle se développe et qu'elle retrouve une belle force. En tout cas, merci pour celle que vous envoyez. Je vous prépare du contenu d'ailleurs pour ces onglets-là. Vidéo de review plus courte, mais on va respecter la tradition du mot de passe. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre Krillin le Jean Célestin. Faut dire que même si j'arrive à expliquer pourquoi il en arrive dans cette situation-là, il s'est fait avoir comme un random. Vous me mettez ça en commentaire, ça me fera super plaisir. Et je vous mettrai par la même occasion le petit cœur qui va bien. Merci vraiment. On va forcément se retrouver très prochainement sur des sujets Dragon Ball Super, Boruto et Bleach. J'en prépare aussi sur la chaîne. Merci vraiment pour tout. Vos pouces bleus, vos abonnements, cloche des notifications, je ne saurais jamais assez vous en remercier. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.